Bonsoir Monsieur Ploncard-Dassac, bonsoir Manuel. Bonsoir docteur, Bonsoir bonsoir Diane. Jeanne. Et bonsoir Manuel, de nouveau nous sommes rassemblés. Bon, on a un petit peu forcé les choses, mais enfin de toute façon il y a encore de nouvelles choses qu'il faut évoquer. Mais fondamentalement cet entretien a été fait pour souhaiter le meilleur Noël possible à nos fidèles auditeurs et surtout leur dire de ne pas se décourager. Bon, donc je vous écoute pour les quelques questions que nous avons, que vous avez plutôt triées. Jeudi 17 décembre, le professeur Perron a été démis de ses fonctions de chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, accusé d'avoir tenu des propos indignes de la fonction qu'il exerce. Que pouvez-vous nous en dire? D'abord, c'est faux, c'est un mensonge. D'ailleurs, il s'est exprimé très clairement là-dessus. Il n'y a jamais eu de propos tels que qualifiés. Le fond du problème, c'est que comme pour tous les autres, comme pour le professeur Raoult, comme pour le professeur Fourtillon, qui lui a été mis en hôpital psychiatrique, c'est hallucinant. Hein. Et Perron, à son tour, a payé les frais de son honnêteté intellectuelle, dénonçant tout ce qu'il y a de caché dans la démarche du gouvernement et la manipulation de la panique sanitaire à travers du Covid. Donc, il faut les faire taire, enfin, pour le pouvoir, il faut les faire taire d'une façon ou d'une autre. Alors, une chose qu'il faut tout de même relever, qui n'est pas dans votre question, c'est que celui qui a lancé cette interdiction à Péronne, c'est Martin Hirsch. À Perron, mais là la question... Oui, Martin Hirsch, pardon, excusez-moi. Martin Hirsch, qui est le patron de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Donc là encore une fois, on retrouve un élément de ce que j'appelle la filière juive de la santé en France, toujours dans le même sens. Et alors, en fait, ce qui découle de toutes ces histoires-là, c'est qu'en fait, aujourd'hui, bon, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus criard et démonstratif. Il y a deux types de médecins. Il y a des médecins qui font médecine pour aider leurs semblables, par amour de la médecine en tant que telle et par amour du prochain. Et puis il y a ceux qui font médecine, qui gravissent les échelons universitaires, qui le monnaient, en étant dans les petits papiers du pouvoir, et dans les petits papiers des labos. Donc voilà, nous avons affaire, en fait, c'est la guerre entre des entités dites scientifiques d'un côté, pour voir ce qu'elles valent, et de vrais scientifiques qui disent la vérité, qui défendent leurs concitoyens. C'est ça le fond du problème. Alors, en toile de fond, un pouvoir, je me répète, qui profite de cette épidémie qui a été provoquée. On sait très bien que le virus a été fabriqué, avec en toile de fond la gouvernance mondiale, le gouvernement mondial, sous prétexte de régler les problèmes de la planète qu'ils ont eux-mêmes fabriqués. J'ai trouvé une citation de Martin Hirsch. En fait, il reproche au professeur Perron d'avoir affirmé que les malades du Covid représentaient une aubaine financière pour des médecins, entre guillemets, selon lui, des propos qui sont considérés comme indignes de la fonction qu'il exerce. C'est la vérité ou c'est pas la vérité? C'est la stricte vérité. Il n'a jamais. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai vue hier. Il n'y a que la vérité qui dérange et qui blesse. Oui, il a dit, on l'accuse de diffamer, il affirme, je n'ai jamais diffamé personne. Si j'ai diffamé, prouvez-le, apportez la preuve. Tout à fait. Prouvez-le. Ils sont incapables. Ils sont incapables. Regardez sur le plan médical ce qui arrive à tous ces professeurs honnêtes qui défendent la vraie médecine en France pour sauver les Français. On les accuse de choses dont les accusateurs sont incapables d'apporter la preuve. Je me retrouve un petit peu dans cette histoire-là, sur le plan politique.
Oui, en puisque effet. ceux qui m'accusent sont incapables de répondre à mes analyses. C'est exactement le même état d'esprit. Alors, Et je dirais le même ennemi. Christian Perron a rajouté une couche en qualifiant la France d'aujourd'hui d'être digne de la Russie de Staline. Tout à fait. Exactement. Alors, quand on ajoute ce qui est arrivé au professeur Perron avec ce qui était arrivé antérieurement au professeur Fourtillan, mis en hôpital psychiatrique par décision du préfet du Gard, on se frotte les yeux, on se dit, mais on est dans quel pays? Bon, vous savez très bien que je ne crois pas à la démocratie, mais alors là, ça en devient risible, si on peut rire de ça. Qu'est-ce que c'est que cette démocratie qui est une véritable dictature? Vous savez d'ailleurs très bien que quand je parle de démocratie, j'ai toujours dit que c'était une dictature hypocrite. Mais elle est de moins en moins hypocrite aujourd'hui. J'en profite Euh, de ce moment pour vous poser la question sur des personnes dans nos milieux qui critiquent en quelque sorte les médecins comme le professeur Raoult ou même Fourtillan et les accusent d'être des oppositions contrôlées. Qu'est-ce que vous en Alors pensez? là, effectivement, c'est très bien de faire remarquer ça, Diane. Ça m'a toujours, et ça m'interpelle toujours, pourquoi est-ce que des gens qui se disent de nos milieux, donc dissidents ou Dieu sait quoi encore, portent ces accusations, dont ils n'apportent d'ailleurs aucune preuve. Non, C'est que, mais par exemple, ils oui, ont quelques arguments quand même par rapport à la c'est-à-dire, chloroquine qui aurait quand même des séquelles. mais non, De... non, 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 ce ne sont pas des arguments, ou ce sont de faux arguments, parce que je veux même rappeler encore une fois que la chloroquine existe depuis plus de 70 ans, que ça soigne de multiples maladies, dont la malaria et même la maladie de Lyme aujourd'hui, sans compter le coronavirus. Il y a de nombreuses études, non seulement celles faites à Marseille par l'équipe du professeur Raoult, mais des études faites à l'étranger sur les résultats avec l'hydroxychloroquine par rapport au néant qui existe ailleurs. Oui, ou alors ils accusent leur lien, leur relation, par exemple le professeur Raoul qui est lié à une juive, le professeur Fourtillan qui, lui, de son côté, est lié à un certain Christian Tal-Chaleur qui est une sorte de mystique qui appartiendrait à une... oui, je sais pas, c'est un peu un agnostique, quoi, en quelque sorte. Donc c'est Bon, plus par leur lien oui. de proximité. Et alors, qu'est-ce qu'on demande à un scientifique? C'est d'apporter des études qui permettent de faire avancer la science et le traitement des malades. Alors, sur les, les contacts juifs du professeur Raoult, je crois que j'ai été le tout premier à le signaler. Et justement, je disais ça avec un petit sourire en disant c'est tout de même amusant que cet homme, qui visiblement par son look n'est pas de la filière droite nationaliste, etc., à cheveux courts, vous voyez ce que je veux dire, est marié à une juive, dont les enfants sont dans une école juive à Marseille, admirateur, je ne sais pas s'il l'est toujours, mais en tout cas à une certaine époque, admirateur d'Israël. Ben, je savais tout ça. N'empêche que j'adhère au travail du professeur Raoult parce qu'il soigne les Français. Or, le rôle d'un médecin, c'est pas de s'occuper de politique ou de s'occuper de ce qu'est sa femme ou ce que font ses enfants, c'est de soigner les Français. Et moi, en tant que médecin, c'est ce qui m'intéresse. En plus de ça, voir comment cet homme, avec ses attaches tout de même quelque peu juives et sionistes, se fait matraquer par toute la filière juive de la santé en France, des Buzyn, Lévy, Hirsch, Salomon, etc., je Mais trouve que ça a un certain sel. c'est le principe de l'opposition contrôlée. Non, Il mais il n'y faut a pas créer une d'opposition opposition, mais contrôlée. Je dirais que l'opposition contrôlée, c'est ceux qui sont les imbéciles qui lancent ce genre de bruit. Je vous répète, ce qui compte, c'est ce que font les gens. On n'est pas dans le domaine de l'idéologie, on est dans le domaine de la science du traitement. Moi, c'est ce qui m'intéresse. et alors Pour le d'aller un problème petit peu idéologique, trop on passe à un autre chapitre. d'aller un peu trop loin dans ce complotisme exacerbé en quelque sorte, ça ne Mais donnerait justement, ça devient une... Alors là,
Ça donnerait raison à des Ça gens donne comme raison à Florian certains. Pagny. Mais d'ailleurs, c'est un piège, justement. C'est que sous prétexte de dénoncer tout et n'importe quoi, ben c'est comme Poutine aussi, qui serait un mondialiste, etc. Vous savez très bien ce qu'on nous a déjà servi à ce sujet-là. Et alors, le résultat de la politique, c'est quoi? Moi, je vous dis, je suis un scientifique et je transcris sur le plan politique ma mentalité scientifique. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat de l'action d'un homme. C'est ça qui compte. Pourquoi est-ce que Raoult dérange toute cette filière juive de la santé et tous les labos tenus par qui vous savez, hein, de Gilead à Pfizer. Vous ne voulez pas que je vous rappelle tout de même qui dirige ces entreprises. Ah, d'ailleurs, en Donc, parlant de il y a Pfizer, vous des maladies mentales dans nos milieux de toujours voir les choses de façon absolument négative. Ils sont seuls au monde, il n'y a aucun allié possible. Moi, je suis Mais ça, partisan de... ça donne raison à Rouanet qui critique les complotistes, alors. Oui, non, ça donne raison, oui et non. Parce que, et rappelez-vous exactement la teneur de leur critique entre Rouanet et Scipion de Salm, c'était d'un ridicule, mais aberrant. C'est encore une autre gamme dans la bêtise. Et en parlant de Pfizer, vous avez vu que le grand patron de Pfizer refuse d'utiliser son propre vaccin? Oui, eh bien justement, d'ailleurs, j'attendais que vous me posiez la question là-dessus. C'est Oui. tout de même admirable. C'est admirable cet homme qui est le patron de cette entreprise, qui, nous dit-on, a trouvé le vaccin miracle qui va sauver l'humanité, et qui est tellement sûr de son produit qu'il ne veut pas se faire vacciner par son produit. Bah, il dit qu'il est en bonne santé, en fait. Oui, C'est oui, pour c'est ça ça, qu'il il ne est en voudrait bonne pas. santé, mais qu'est-ce qu'on veut faire avec les Français? C'est par humanisme. On veut tous les vacciner, qu'ils soient en bonne santé ou pas. Et alors, quelle est la différence? Et alors, il faut tout de même savoir que, bien que les informations soient quelque peu filtrées, on sait que apparaissent ici là des témoignages de conséquences des premiers vaccins avec le vaccin de Pfizer. Et notamment, il y a eu ce truc, bon, on pourrait dire que c'est un gag, mais c'est un gag un peu sinistre. C'est cette infirmière qui venait de se faire vacciner par le produit de Pfizer, qui était interviewée à la télé et qui est tombée en pamoison. Elle a fait un choc. And I know that it's really, I'm sorry, I'm feeling really dizzy. Oh, I'm sorry. Really, I'm sorry, I'm feeling really dizzy. Oh, I'm sorry. On sit down. You can step away. Après le vaccin, quelques minutes après le vaccin. Ça donne envie de se faire vacciner, non? Mais ça donne pas très envie, mais que l'explication a été vite trouvée. Ça a été relayé par la presse, que c'était simplement un malaise vagal et qu'elle n'était pas en très bonne santé. Oui, bien entendu. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec le vaccin. Il Ah faut non, pas non, non, mais c'était bien, ça n'a rien à voir avec ça. Allez, vaccinez-vous, petit troupeau.
D'ailleurs, d'ailleurs, vous avez vu, ça date d'hier, hein, ça date d'hier. Le nouveau projet de loi de M. Castex concernant les urgences sanitaires. Parce que, alors, le gouvernement veut passer un nouveau projet de loi à l'Assemblée nationale et instaurer un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires. Dans le texte, qui est consultable par tout le monde, on peut lire parmi d'autres propositions, celle-ci, je cite, subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transport ou à certains lieux, ainsi que l'exercice de certaines activités à la présentation des résultats d'un test de dépistage établissant que la personne n'est pas affectée ou contaminée, pardon, au suivi d'un traitement préventif, y compris l'administration d'un vaccin ou d'un traitement curatif. Alors, ce projet de loi, est-ce qu'il vous inspire quelque chose de malsain peut-être? C'est la poursuite des mésaventures de ce qui est arrivé au professeur Fourtillon, Perron et compagnie. C'est la dictature qui s'installe. Que voulez-vous? Je ne peux pas décrire la chose autrement, c'est la dictature qui s'installe. Ou bien vous faites ce que le gouvernement vous dit et vous pourrez avoir une vie normale dans les limites que vous imposera le gouvernement, ou bien vous serez comme un citoyen désobéissant, dangereux pour la société, à éliminer d'une façon ou d'une autre. Non, Perron a raison, on est en plein stalinisme. Ouais, tout à fait. Et puis aussi maoïsme, Pol Pot et compagnie. Surtout que Macron avait dit que le vaccin ne sera pas obligatoire. Mais là, si cette loi passe, il n'est pas obligatoire, entre guillemets, mais si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas faire ceci ni faire cela. Exactement. Mais rappelez-vous la bafouille de ce crétin de Christophe Barbier, qui n'est pas si crétin que ça, finalement, je me trompe, c'est plutôt une crapule. Quand il disait oui, on ne peut pas forcer les Français à se faire vacciner, on ne peut pas envoyer l'armée pour les forcer à cela, mais on peut y arriver d'une autre façon, quand ils ne pourront plus aller au restaurant, quand ils ne pourront plus se déplacer, quand ils ne pourront plus aller au théâtre, et ceci et ceci. Étrange, la France, pays de Pasteur, est plus rétive que beaucoup d'autres nations à la vaccination, une sorte de phénomène obscurantiste inquiétant. Quand le vaccin contre la Covid va arriver, faut-il le rendre obligatoire? D'abord, prenons en compte le cas de tous ceux qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales, des allergies ou autres problèmes. Il faudra bien leur faire une place dans la société malgré cette impossibilité. Ensuite, pour les autres, ceux qui se méfient de ce qu'on leur inocule, ceux qui tombent souvent dans le complotisme, il faut être coercitif, mais plus malin peut-être qu'une obligation de type militaire. On ne va pas mettre les gens en prison. Eh bien, instaurons donc une règle. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus aller au restaurant, vous ne pouvez plus aller au théâtre, vous ne pouvez plus prendre l'avion. Vous êtes de vous-même retiré de la vie collective, vous êtes auto-confiné. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Cela permettra sans doute de faire comprendre à chacun que le vaccin, ce n'est pas seulement l'intérêt particulier de tous ceux qui peuvent être victimes de la maladie, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Eh bien, ils se sont eux-mêmes auto-isolés de la société. Donc tout ça a été dans les cartons, puisqu'on en a parlé il y a quoi? Il y a 2 entretiens de ça environ. Donc Oui, ça fait plus d'un mois environ. Donc tout ça a été déjà dans les tablettes. C'est le schéma du gouvernement. Mais là, vous obéissez ou bien vous serez des citoyens mis à l'écart. Alors, Covid, petite question à laquelle je m'attendais, ce que vous relanciez là-dessus. Monsieur Macron, qui a attrapé le Covid, il s'est fait vacciner par le vaccin Pfizer? bon, on ne sait Je n'ai pas pas. entendu parler. Je n'ai pas entendu parler. Ah non, non, probablement il s'est fait traiter à l'hydroxychloroquine du professeur Raoult, mais ça on ne le dira pas. Comme la Buzine, la Karine Lacombe et d'autres, qui pourtant crachent sur Raoult. vous ne pensez pas que le fait que Macron soit annoncé positif, c'est pour préparer un petit peu l'opinion des Français à un troisième confinement encore plus drastique? Si j'ai bien compris, c'est plus que positif, il l'a attrapé. Oui, bon, qu'il l'a ou qu'il soit positif. Le fait qu'il ait le Covid, c'est une manière de, voilà, de lui, il va se confiner et c'est pour
à préparer les Français à un troisième confinement encore plus Aussi, oui, oui, drastique. bien entendu. Mais rappelez-vous les images qu'on nous a montrées de ce malheureux président de la République. Oh, il a été un petit peu imprudent quand même en invitant un petit peu trop de personnes, alors qu'il recommande aux Français de ne pas en inviter autant chez eux. Mais enfin, il était quelque peu livide. Et puis, il était habillé, on ne sait pas très bien si c'était du noir ou du bleu très très foncé. Ça faisait un peu macabre, ne vous trouvez pas? Oui, il y avait une mise en scène, c'est Mise voilà. en scène, c'est du cinéma. Alors, je ne suis même pas persuadé qu'il ait attrapé le Covid, pas plus que Trump. Je pense que Mmh. tout ça, c'est du cinéma pour se faire plaindre. Bon, rappelez-vous ce que Mitterrand avait fait avec son cancer de la prostate et qu'il avait caché allègrement lors de sa dernière élection. La Oui, démocratie, la République ne fonctionne que par la triche, que par le mensonge et aujourd'hui par la dictature. en parlant de tricheurs et de menteurs, il y a un autre président dont on a oublié de parler le dernier entretien, celui qui est décédé, Giscard d'Estaing. Est-ce que vous avez un mot à nous Bon, on a parlé de rappeler Giscard sur ce d'Estaing. personnage? Non, je ne crois Non. pas. Le dernier Non, non. entretien? Non, 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 on n'en a pas parlé. on en a parlé. Eh bien, on peut revenir dessus. Ça a été un des pires présidents de la République sur le plan sociétal. C'est celui qui, sous la pression de Simone Veil, a imposé l'avortement des Français. Et vous savez que les chiffres actuels tournent autour des 200 000 par an, chiffre compensé, quasiment un chiffre tête par tête par un nombre égal de migrants. Oui, parce que Donc, c'est vraiment le remplacement de population. le regroupement Du familial, ça a été regroupement lui. familial de Giscard d'Estaing. Et j'avais vu passer quelque chose d'ailleurs, je crois qu'on l'avait publié dans la politique il y a peut-être 2, 3 mois environ. J'avais vu une information comme quoi, à un moment donné, Giscard aurait eu une lueur tout de même d'intelligence et se serait rendu compte qu'à terme, le regroupement familial allait poser des problèmes. Et que, donc, il avait voulu supprimer cette possibilité, et c'est Simone Veil qui l'a forcé à maintenir la disposition. Et tous les jours, en fait, on découvre que cette Simone Veil aura été un élément d'un pernicieux dans le sens de la destruction de la société française, de la famille, quelque chose d'épouvantable. Si je peux apporter une citation de Luc Ferry, ex-ministre de Chirac, concernant Giscard d'Estaing, moi je vais le citer, il estime que le seul défaut de Giscard d'Estaing est de ne pas avoir réussi à être aimé par les imbéciles, dont Chirac. Oui. Non, et puis il y avait quelque chose de déplaisant chez ce Giscard dit d'Estaing, c'était ce mélange de pseudo-aristo avec cette volonté de faire popu. Ça sonnait faux. Oui, Mais parce que les peuples Destin, c'était un nom usurpé. Hum, Acheté, je Destin, crois. c'était usurpé. Acheté, tout à pardon. fait, ah oui, tout à fait. Oui, Mais oui, oui. j'ai déjà raconté à plusieurs reprises l'histoire. Et le plus amusant, c'est que, bon, je ne suis pas tout le nez de naissance loin de là, étant né à Paris, mais l'histoire que l'on raconte, qui touche les Toulonnais, en tout cas ceux de la région, c'est que le premier nom qui avait été pressenti par, je crois que c'était le père ou l'arrière-grand-père ou le grand-père de Giscard, c'était de prendre le nom de la Tour Fondue, qui est une propriété qui est du côté de la péninsule d'Hyères, donc près de Toulon. Il était en négociation, enfin pas Giscard lui-même, pas Valéry, mais je dis le père ou le grand-père était en négociation avec les deux vieilles filles qui étaient héritières du nom, apparemment sans descendance, et puis je ne sais pas pour quelle raison ça ne s'est pas fait. Et il s'est reporté sur le nom de Destin, qui en plus de ça est le nom d'un des pires amiraux de l'époque de Louis XVI. Donc vraiment, quand on creuse un petit peu les choses, l'histoire fait des petits clins d'œil. Je propose qu'on supprime toute aide sociale pendant 5 ans à quelqu'un qui arrive sur le sol français. C'est la proposition de Nicolas Dupont-Aignan lors d'un entretien sur BFM TV. Un commentaire?
J'avoue que je ne comprends pas très bien ce qu'il veut. C'est pas normal. Soit cette personne arrive avec un visa, je ne vois pas pourquoi on lui couperait les vivres dès le début. Par contre, je suis tout à fait partisan de couper les vivres aux familles des délinquants. Mais non, mais même quelqu'un d'étranger qui arrive sur le sol français, on n'a pas à lui donner des aides sociales. Quand bien même il On a n'a un pas à visa. lui donner. Mais pourquoi dit-il couper? Mais parce que Pas à quelqu'un lui qui a... donner. Alors le terme est mal choisi. Oui, je Alors, à pense ce que moment-là, je Guillaume suis il a bien d'accord. choisi. On n'a pas à donner, ça c'est évident. D'ailleurs, oui, si, non seulement je le crois, mais je le sais, on a dénoncé très souvent, notamment dans la politique, que les aides données aux migrants, y compris clandestins, les Français les plus nécessiteux n'en bénéficient même pas. Donc c'est vraiment la préférence étrangère à fond. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il a voulu Oui, dénoncer je l'effort. trouve que c'est mal, le mot est mal choisi. Mais ce qui est certain, c'est que première étape devant les casseurs et autres, dealers et compagnie, c'est supprimer les allocations familiales aux familles. Que les familles fassent le ménage entre elles, et sinon c'est dehors, retour à la case départ. Vous savez il y a des Maghrébins qui viennent juste pour se refaire les dents en France, par exemple, Bien ce sûr, genre de choses. bien sûr. Parce que l'AME, l'aide Oui, médicalisée d'État, non, non. permet ce genre de choses. C'est Tout est scandaleux. fait pour ruiner la France d'une façon ou d'une autre et faire venir de plus en plus de migrants. Le remplacement de la population Sur le dos des Français en plus. sur le dos des Français. Et les Français qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de payer pour leur disparition. Y a-t-il encore un peuple français? On peut se poser la Excellente question. question. Bonne question, bonne question. Je crois que c'est une chose à laquelle on ne peut pas répondre. Seule l'histoire peut y répondre un jour. Quelle est la capacité d'un pays qui est largement infiltré par des forces ennemies, pas d'autre terme? Je vous dis, seule l'histoire apportera la réponse. Moi, je suis incapable de la donner, je ne suis pas Madame Soleil. Je le souhaite de tout cœur, comme vous le savez bien, il faut que les Français se soulèvent. S'ils ne se soulèvent pas, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, vous savez très bien que notre rôle, c'est de communiquer tout ce que nous savons pour avertir. Nous sommes des sonneurs de toxins. On va enchaîner avec Jordan Bardella. Jordan Bardella qui a participé à une émission de télévision, C'est à vous, animée par Patrick Cohen, Tiens, tiens. afin d'expliquer comment le Rassemblement national prépare l'élection présidentielle 2022, etc. Donc, parmi les différents sujets qui ont été évoqués, M. Bardella a affirmé que le Rassemblement national considère le mariage homosexuel comme acquis et qu'il n'a aucune intention de le remettre en question. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire là-dessus? Vous inspire. C'est magnifique. C'est magnifique, vraiment. Quand je pense à tous ces braves gens, patriotes, qui ont cru d'abord au papa, qui croient maintenant à la fifi, et qui ne se rendent pas compte que ces gens-là, en fait, n'ont jamais eu qu'un seul objectif, c'est leur promotion politique et économique, puisque la famille, la tribu Le Pen s'est enrichie grâce à la politique, grâce au pseudo-patriotisme qu'ils agitent aux yeux des naïfs. Je trouve ça absolument pathétique d'un côté et scandaleux de l'autre. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Mais de toute façon, cette information qui ne peut pas nous surprendre, nous, est tout à fait dans la ligne de ce qui s'est passé dernièrement, puisque le groupe Rassemblement national a voté l'avortement jusqu'au 9e mois. J'ai fait allusion dernièrement lors d'un de nos entretiens. J'ai même fait allusion à certains paroissiens que je connais de ma paroisse, prêts à revoter pour le Front National, le Rassemblement National, méconnaissant ou ne voulant pas connaître cet aspect
putride de ce parti, de ses dirigeants. Pareil pour les mesures coercitives et liberticides face au coronavirus, on ne les a jamais entendues à ce sujet. Au contraire, ils leur demandent encore plus. Ils sont complices. Et vous savez très bien que je dis à qui veut l'entendre, et je le répète sur tous les tons, le seul rôle de Marine Le Pen dans le schéma actuel, comme en 2017, c'est d'être le repoussoir de façon à ce que les Français, encore avec la caricature droitiste, extrémiste, donnée à ce malheureux Front National, Rassemblement National, votent pour Macron. Sa seule planche de salut, c'est reconstituer le schéma de 2017. D'ailleurs, Marine Le Pen, je me souviens encore le débat pour les élections 2017, elle face contre Mélenchon, elle est en train de parler du catholicisme de la France et que les Français sont très attachés à leur tradition, à leur crèche, à leur tradition catholique. Bah, c'est pas très catholique de voter pour l'avortement en 9e mois et compagnie. Et tout cela. Non, c'est ces gens-là, mais ils le mentent, mais comme des arracheurs de dents. C'était ce mépris, ces mépris des gens faisant une chose et disant le contraire, c'est vraiment scandaleux. Il faut qu'ils payent un jour. Je vais vous citer la réponse que Civitas a apportée à ce qu'a dit Jordan Bardella sur Twitter. Je cite: sur tous les sujets, le Rassemblement national ressemble à une feuille morte qui bouge au gré du vent. Mais à quoi sert ce parti? Aucune doctrine, seulement des ambitions. Ça reflète très bien parce que M. Bardella, je rappelle, c'est encore un qui doit fonctionner de la même façon que la famille Le Pen parce qu'il n'a jamais travaillé jusqu'à présent. Il n'a pas, je sais pas quel est son métier, il n'a jamais exercé un métier ou quoi que ce soit. Il est toujours quelqu'un qui a été éduqué au Front National de la Jeunesse, si je dis pas de bêtises. Et de là, il y a eu quelques postes par-ci, par-là, dans l'emploi public, c'est tout. Il n'a jamais exercé, il n'a jamais travaillé vraiment. Je suis tout à fait d'accord avec la critique de Civitas. D'ailleurs, ce que j'ai dit juste avant que vous ne fassiez cette remarque au sujet de la réaction de Civitas, je disais quasiment la même chose. C'est évident. Ouais. On passe à France. Il faut dénoncer le Front National et ses dirigeants. Peut-être que le Front National, enfin que le Rassemblement National pourrait être un jour récupérable, mais il faudra que la clique Le Pen disparaisse. Ouais, mais regardez, Bardella, il a l'air d'être du même goût pourtant. Bien entendu, quand je dis la clique Le Pen, c'est les Le Pen plus leurs sbires. Leurs courtisans. Mais est-ce qu'il y en a encore quelque chose à récupérer au sein du Rassemblement national? Il y a quelques éléments qui ne sont pas mauvais. Je le sais. Quelques éléments qui ne sont pas mauvais. Je ne sais pas pourquoi ils arrivent à rester encore. Bon, je pense que c'est une vue de l'esprit. D'ailleurs, visiblement, je dirais pas que je me suis trompé, mais je pense que c'était une stratégie qu'il fallait essayer. Bon, ça n'a pas marché. Et je pense que ça n'a pas marché parce qu'il n'y a certainement pas eu assez de personnes qui sont rentrées sciemment dans le Rassemblement national pour l'infiltrer et prendre les places. Ce genre d'opération ne peut se faire que si vraiment il y a un nombre suffisant de personnes qui rentrent et qui restent silencieux. Alors malheureusement, les Français sur le plan conspiration ne sont pas très forts. Ils ne savent pas jouer à la torpille silencieuse. Pas très fin. Passons à François Bayrou qui, visiblement, quelques jours après sa nomination place Vendôme, a dû démissionner sur fond d'affaires judiciaires. Oui, en effet. Pouvez-vous revenir sur cet événement? Mais alors, oui, cet événement, oui. D'abord, le personnage. Le personnage est très complexe.
C'est un ambitieux. Premièrement, article premier, c'est un ambitieux. Alors, il flotte, je dirais un peu comme les feuilles, en fonction du vent. Ce qu'il pense que le vent va l'amener là où il voudrait être amené. Et je rappellerai d'ailleurs que j'ai fait voter pour lui, c'était je ne sais plus en quelle année, à quelle présidentielle, c'était déjà en vue d'empêcher l'arrivée de Sarkozy. Ce qui vous a été reproché par Rivard, Oui, d'ailleurs. bien entendu, il m'a été reproché par tant de gens tellement intelligents qui avaient évidemment compris la manœuvre. Vous ne l'avez pas comprise. Et ça, je me contrefiche de ce que ces gens peuvent dire. Malheureusement, les événements m'ont donné raison et leur aveuglement, à moins que ce soit de la complicité, nous a amené Sarkozy avec tous les méfaits que cet homme a pu faire. Donc, merci à eux de ne pas avoir suivi ma stratégie. Ils nous ont amené l'un des pires présidents de la République, un grade en dessous de Macron, puisque rappelez-vous que pas plus tôt Macron élu, que Sarkozy a dit « Ah, Macron, c'est moi en mieux ». Donc on ne pouvait évidemment que s'attendre au pire. Donc voilà, les gens qui n'ont pas voulu comprendre la stratégie que je proposais nous ont amené le pire. Doit-on les en remercier? Je ne vais pas dire de mots parce que je suis tout de même, malgré mon exaspération, quelque peu charitable encore. Bon, pouvez-vous revenir du coup sur François Bayrou, là, et son épisode judiciaire? Ils trafiquent tous. Ils trafiquent tous. Et il a fait payer ses assistants parlementaires par la. Je ne me rappelle plus le détail exactement, mais enfin, je crois que l'accusation contre lui était tout à fait valable, plus d'ailleurs que contre Fillon, puisque Fillon a fait ce que plus d'une centaine de députés et sénateurs ont fait et probablement continuent à faire sans être poursuivi par la justice. Mais le plus amusant, c'est que cet homme qui était poursuivi en justice sous les accusations que vous signalez, n'empêche que Macron est allé le récupérer. Oui. Alors, où est la morale dans l'histoire? Mais le plus beau, c'est que je n'ai pas le texte sous les yeux. Il a fait une déclaration dernièrement qui n'est pas mauvaise. Est-ce que vous l'avez, la déclaration? Oui, je l'ai. Oui. Vous pouvez la lire? Concernant le plan national de mobilisation, il dit qu'il faut un plan national de mobilisation car l'État a le devoir de garantir les produits vitaux et l'intérêt général face à un nombre de productions vitales qui s'en sont allées ailleurs qu'en Europe depuis 20-25 ans. J'ai rien à redire. Il a raison, cet homme. Mais le problème avec lui, c'est qu'il passe son temps à changer d'avis. Je veux dire, en fonction de ce qu'il croit être le vent le plus porteur pour lui. Évidemment, on ne peut pas tabler sur des gens comme ça, mais je pense tout de même que c'est un personnage moins nocif qu'un Sarkozy ou qu'un Macron. Il suffirait, pardon Diane, il suffirait que par exemple Bruno Retailleau refasse le même coup que Fillon avait fait et soit désigné comme candidat des Républicains pour que celui dont on parlait à l'instant, Bayrou. Bayrou commence à se dire ah bon, peut-être que de ce côté-là, ça pourrait être intéressant pour moi et qu'il fasse un pas de deux. Un opportuniste, oui. Un opportuniste. Bien sûr. Mais la démocratie, c'est ça, chers amis. La démocratie, c'est le mensonge permanent, c'est l'illusion, c'est. Ceux qui jouent le jeu démocratique n'ont pas de principe, ils n'ont que des ambitions. Conformément aux recommandations du groupe d'experts,
donc c'est pas de quel groupe d'experts d'ailleurs. Enfin, j'ai pas l'information. Le SMIC sera revalorisé de 0,99% en 2021. Le salaire horaire brut passera ainsi à 10,25 € avec une inflation proche de 0. C'est la plus forte hausse de pouvoir d'achat de ces 10 dernières années pour les salariés concernés. Que vous inspire cette déclaration de la ministre du Travail, Elisabeth Borne? Stein. Bornstein. Probablement, oui. Un beau Z. Ça m'inspire simplement, c'est une opération de pub pour le gouvernement, c'est tout. Alors dire que l'inflation n'a pas augmenté, ça, je voudrais voir ça tout de même de plus près. Hein. Mhm. Je n'y crois pas. Et surtout que l'augmentation, en fait, en gros, c'est une augmentation d'environ 15 € par mois. Alors, Oui. j'aimerais bien Ce que sont, Madame la ce sont ministre des nous miettes aux dise, pauvres, ça. Ce ah sont bah, des miettes aux pauvres. que Madame la ministre nous dise qu'est-ce qu'on va faire avec autant d'argent, mon Dieu, Non, comment le dépenser? ces gens-là probablement ne payent pas leur facture de gaz ou d'électricité. Ils ne voient probablement pas justement cette hausse des tarifs de produits de Ah nécessité. Il n'y a pas que les tarifs, il y a l'alimentation Oui, bien générale, sûr. Oui. oui. et les prix augmentent. Depuis que nous sommes en République, alors que autrefois, les finances d'un État étaient stables. Bon gré, mon gré, ça restait stable, ça ne montait pas, ça ne descendait pas, il n'y avait pas de grosses modifications. Je me Et sou- depuis que nous sommes en démocratie, les prix ne font qu'augmenter, augmenter, augmenter. Et comme ça n'allait pas assez vite, on nous a imposé l'euro qui a multiplié les prix par 6. Belle opération. Je me souviens d'un article dans la politique, je n'arriverai plus à retrouver quel numéro, mais l'article disait que sous l'Ancien Régime, le citoyen, enfin je sais plus comment les appeler, bon, le Français mettait 7 jours à payer ses impôts. 7 jours de travail pour payer ses impôts. Vous imaginez maintenant? Tout à fait. On met, Bravo, bravo Diane. on met 6 mois de l'année en moyenne, hein, on travaille 6 mois de l'année pour payer ses impôts, quoi. Rien que ça, c'est flagrant, Ça a quelque la peu changé différence. depuis que nous sommes en démocratie. Ah, plutôt oui. Non, mais c'est ça. Alors, les privilèges, puisque vous savez que la Révolution a été faite pour combattre les privilèges. Quand on voit les privilèges d'aujourd'hui, non, mais c'est à hurler. Vous avez envie de passer tous ces gens-là à la guillotine. On va pas, j'espère qu'on va pas vous accuser d'incitation au meurtre avec une telle déclaration. Mais, À la justice, à la justice. oui. Et puis, c'est très républicain de penser comme ça. Ah ben, mais oui, je suis très bien. Je prends exemple sur les grands ancêtres. On va revenir sur un sujet qui est assez brûlant en ce moment parce que Macron a mêlé les doigts. Selon l'universitaire algérien Sedi Larkesh, la France ne pourra pas échapper à son obligation de réparer financièrement les crimes et les dommages coloniaux qu'elle a commis en Algérie. Il évalue le montant de la réparation à environ 100 milliards d'euros. Est-ce que vous souhaitez faire un commentaire à ce sujet? Oui, je sais, je l'ai vu. Seulement, alors, il y a un certain nombre d'individus, on aurait envie de les avoir en face de soi pour soit les gifler, soit leur botter l'arrière-train. Parce que, franchement, si ces gens-là existent encore aujourd'hui, à commencer par cet individu, c'est parce que les Français sont passés par là pour éradiquer les maladies. Sinon, il n'y aurait peut-être pas eu de problème FLN et compagnie. Et ils ne bénéficieraient pas des richesses que la France leur a laissées, en très grande partie grâce aux traites de Gaulle, qui leur a donné sans contrepartie le Sahara, que nous avions mis en valeur à tout point de vue, au point de vue hydrocarbures et ressources minières. Et ils viennent nous insulter par-dessus. C'est ignoble
Et ils savent qu'ils peuvent le faire, puisqu'ils ont, parmi nos hommes politiques, dont par le président de la République lui-même, Des traîtres. différents présidents de la République, des complices. Donc, allons-y. On fera payer aux petits Français encore plus. C'est scandaleux. Oui, pour terminer cet entretien, Monsieur Ploncardassac, avez-vous entendu les propos qui rejoignent vos propos? Je parle de ceux d'Henri de Lesquen à propos d'Hervé Ryssen. J'avoue que j'ai été surpris, agréablement surpris, de voir que Lesquen avait perçu justement la duplicité de Ryssen. Bon, il est bon que quelqu'un, comme ça au moins on ne dira pas qu'il n'y a que moi qui tape sur ce malheureux Ryssen. Cela dit, est-ce qu'on peut considérer comme Ryssen comme un oracle confirmé sur le sujet de la question juive et plus généralement comme une référence politique? Alors, je commencerai par la deuxième remarque, sûrement pas une référence politique. Ryssen nous a demandé de soutenir Mila. Regardez ma vidéo ni Mila ni Charlie. Hein. Mila qui était une dégénérée. Nous demande de soutenir Zemmour, que je tiens pour un imposteur, et un agent d'influence d'Israël, un Français de papier, qui vend du patriotisme comme il vendrait des bretelles. Et il a eu, alors pour vous montrer qu'on a affaire quand même à quelqu'un de spécial, Ryssen, il a dit à l'audience, 2 décembre, Éric Zemmour n'est pas juif. Alors, excusez-moi, mais vraiment, Éric Zemmour est juif de chez juif, il mange cachère, il a épousé une juive, il n'a pas une goutte de sang non-juif, pas une goutte de sang français d'ailleurs. Voilà. Donc vraiment, il n'y a pas plus juif qu'Éric Zemmour. Hein. Regardez-le si j'ose dire. Non, c'est absurde. Lesquen a assisté au procès de Ryssen et à son procès, Ryssen aurait dit, à nouveau, il aurait réitéré ses propos, « Oh, mais Zemmour n'est plus juif ». Voilà, ça aurait fait partie de ses arguments de défense. N'est plus juif ou n'est pas juif? Moi, j'ai vu pas juif, peut-être. N'est pas juif. Bon, ça revient au même. C'est encore pire. Mais c'est pire. C'est pire parce qu'il est juif. Il a dit à l'audience, 2 décembre, Éric Zemmour n'est pas juif. Alors, excusez-moi, mais vraiment, Éric Zemmour est juif de chez juif, il mange cachère, il a épousé une juive, il n'a pas une goutte de sang non-juif, pas une goutte de sang français d'ailleurs. Voilà. Donc vraiment, il n'y a pas plus juif qu'Éric Zemmour. Hein. Regardez-le si j'ose dire. Non, c'est absurde. Non, mais on est en plein mensonge, et mensonges qui viennent de nos milieux. Je regrette encore une fois que ce malheureux Bourbon, dont j'ai vraiment pitié, se laisse aller dans des traquenards pareils. Enfin, c'est comme ça. Je ne connais pas le pesanteur qui joue sur lui. Je ne sais plus qui disait Zemmour nous vend du nationalisme comme un autre nous aurait vendu un pantalon à une jambe. Je trouve ça juste. Je trouve ça très juste. Bon, bah écoutez, sur ce, nous avons terminé. Sur ces bonnes paroles. Sur ces bonnes paroles, oui. Qui vont évidemment faire plaisir à certains. Oui. Lesquen va être étonné que vous pour une fois. Non, mais écoutez, Diane, vous me connaissez très bien. Quand quelqu'un reconnaît un fait que je dénonce déjà depuis longtemps, c'est pas parce que je l'ai dit, je l'ai dénoncé que je m'empresse d'applaudir, c'est parce que c'est la vérité, tout simplement, et que je mets au défi quiconque de dire le contraire de ce qu'est la vérité. Donc c'est très bien. Bon, ça n'empêche pas du tout le jugement général que je porte sur un certain nombre d'autres déclarations d'Henri de Lesquen, pas aussi avisées que celle-là, mais j'enregistre ça avec plaisir. Il faut être honnête. Pour terminer cet entretien, puisque nous sommes à la veille de Noël, en souhaitant le meilleur Noël possible à nos auditeurs, à leurs familles, et surtout leur souhaiter de ne pas perdre l'espérance. On est vaincu que quand on cesse de se battre. Et vous savez très bien quel est le regard très sévère que je porte
sur ce que mon père appelait à très juste titre les Jérémies assis, ce que j'appelle aussi ceux qui se plaignent ou qui vaticinent les pieds dans leurs petites pantoufles, à l'abri de leurs écrans sur différents sites ou différents blogs, etc. D'ailleurs, Ces gens, des inutiles. Pardon? l'histoire de France est riche en exemples de périodes où c'était désespérant. Mais bien L'époque de entendu. Jeanne d'Arc, de Charles Mais bien Martel, entendu. que sais-je, Mais bien entendu, et c'est parce qu'à chaque époque, il y a des Sainte-Geneviève. pensées qui se sont levées pour réagir et qui ont fini par l'emporter. Et rappelez-vous aussi une formule que j'aime beaucoup, qui est de moi, peut-être pour ça, quand je dis que la volonté est la suprême créatrice de l'histoire. Quand on étudie un tant soit peu l'histoire, c'est ça. Et parce qu'à un moment donné, il y a des hommes qui se sont levés, qui ont imposé leur volonté. Et en ce qui concerne la France, quand on voit toutes les périodes calamiteuses qu'elle a traversées, qu'elle a surmontées, il y a tout de même quelques leçons à retirer de tout cela. Donc, en cette période de Noël, j'invite tous nos auditeurs. D'abord, je les remercie d'être fidèles à nos entretiens, à défaut de mes conférences, et je les incite vivement, puisqu'ils vont avoir tout de même des éléments de leur famille chez eux, à endoctriner un petit peu autour d'eux les naïfs qui n'ont pas encore compris. Voilà, c'est mon souhait de Noël avec mes vœux de Noël. Merci, Monsieur Ploncart-Dessac. Joyeux Noël à vous. Au revoir, Manuel. Joyeux Noël à toi aussi. Au revoir, docteur. Au revoir, bien. Joyeux Et Noël à vous. bien entendu, joyeux Noël à vous deux, que j'apprécie énormément pour vos qualités de travail et de relance lors des questions. Parce que, en fait, les questions que vous me posez, ce n'est pas simplement en vue d'avoir une réponse, c'est que vous êtes capable de relancer, éventuellement de me contredire, ce qui ne me dérange pas plus que ça. Et Diane, d'ailleurs, vous êtes assez douée pour ça. Petit diablotin qui aime bien me chatouiller. Mais je ne suis pas chatouilleux, Diane. Non, je vois ça, mais ça rend la Donc, conversation je vous réponds le plus calmement possible. Je ne monte pas sur mes grands chevaux, etc. Donc, vraiment, j'apprécie beaucoup ces échanges entre nous trois. Et bon, on attendra de pouvoir le faire à Paris. Si je peux remonter à Paris et vous descendre à Paris. Si un Ça, jour, Manuel, vous n'avez pas ce problème. un jour on nous libère. Si un jour on nous libère, ouais. On se rejoindra à Paris pour fêter tout ça. Bon, eh bien, très chers amis, à très bientôt. Bonne fête. Merci, bonne fête. Et profitez-en bien avec vos familles.